Sur Vlan, on a déjà parlé de biomimétisme, on a aussi parlé de lobby citoyen. Et aujourd'hui, je reçois Maxime de Rostellan, qui est l'une des personnalités les plus en vue sur l'écologie en France. Et il va nous expliquer comment il crée un mouvement qui s'appelle La Bascule, qui est un lobby citoyen, et comment ça peut avoir un impact sur la manière dont on va vivre demain. Donc je vous laisse avec cet épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour Maxime. Bonjour. On va parler d'engagement citoyen, on va parler d'écologie, beaucoup, peut-être d'effondrement un petit peu. La première question que j'ai pour toi, c'est pourquoi t'être engagé jeune, finalement, dans un mouvement écolo? Je me suis pas engagé jeune dans un mouvement écolo, dans une dynamique écolo, Ouais. sans doute. Je pense... Ouais, non. Humaniste, peut-être plus tard. Le social est venu sans doute après, mais au départ, j'ai eu la chance de voyager pas mal avec mes parents, de voir la nature changer. Je pense que ces sacs de plastique en Afrique morifiaient déjà. Ces traces d'huile ou d'essence dans les ports. Pareil, je sais pas. Donc ça, c'est vraiment juste basique. C'est une vision de la nature qui me paraissait absurde. Et puis voilà. Et puis après, moi, je suis jongleur. J'aime bien être dans le verre. J'aime bien le bateau aussi. J'aime bien les territoires vierges. Et il y a plus trop ça, quoi. Et en fait, voir ça disparaître inconsciemment, parce que j'ai jamais eu de déclic ou un moment où je me suis dit, ça y est, maintenant, je suis écolo. Non, c'est venu petit à petit. Et t'avais plein de trucs. Tu peux revenir un petit peu sur les différentes étapes, parce que malgré tout, c'est intéressant, parce qu'on va arriver à ce que tu fais maintenant, mais entre-temps, tu as créé Ferme d'Avenir, il y a plein de choses qui se sont passées, en fait. Bah ouais, j'ai grandi dans les beaux quartiers parisiens, puis j'ai fait une école d'ingénieur à Toulouse, là où je me suis acheté mon combi Volkswagen dès que j'ai 18 ans. Mon école, j'ai quand même eu le diplôme avec option jonglage et voyage. Je faisais des jongleries, moi aussi, je faisais du diabolo, yes. Diabolo de feu. Ouais, cool. Je fais surtout des massues, des balles. Ah ouais. Et donc, beaucoup de jonglage, beaucoup de voyages avec les potes en combi Volkswagen, donc on n'était vraiment jamais à l'école. Et j'ai fini mes études au Brésil, et au Brésil, j'ai commencé à penser à la suite, et je me suis dit, en fait, comme j'ai pas vraiment fait mon stage, je suis parti sac au dos pendant 2 mois et demi sur les 4 mois de mon stage. Je me suis dit, je vais faire un tour du monde en camion, et je vais faire un truc axé sur l'eau. Et donc, j'ai décidé avec 2 potes de monter un projet, donc en rentrant en France. Et donc, on a fait ce tour du monde de 2 ans en camion. On a écrit un bouquin qui s'appelait Les Aventuriers de l'Or Bleu. C'était top. Et j'ai décidé de rentrer à la voile. Je me suis dit, en fait, je vais éviter de prendre l'avion maintenant. Cette conscience, après 2 ans de tour du monde, était assez forte. Et donc, en rentrant, j'ai commencé à bosser très vite. J'ai rencontré le prince jardinier, donc Louis-Albert de Breuil, un gars super, qui a monté le Conservatoire national de la tomate, que vous pouvez aller visiter en Touraine avec 700 variétés de tomates. C'est quelqu'un qui a racheté la maison d'Hérold. D'Hérold, c'est une maison de sciences naturelles connu pour les planches pédagogiques qu'il y avait dans les salles de classe avec la carte de France, le corps humain. Il voulait remettre au goût du jour cette pédagogie par l'image, mais sur des enjeux de développement durable. Donc là, j'ai commencé à embrasser tous les sujets développement durable et à bosser avec des boîtes, avec des écoles, avec des experts, avec des illustrateurs aussi, avec des industriels puisqu'il fallait imprimer tout ça. Et donc du coup, ça m'a fait un gros panorama des problèmes qu'il y avait à régler. Et c'est là que j'ai dit, en fait, on va pas y arriver comme ça. L'éducation, c'est bien, mais c'est pas suffisant, en fait. C'est hyper nécessaire, mais en fait, on voit que si on veut de l'impact, on n'arrive pas à le calculer sur ça. Et c'est là que j'ai découvert le biomimétisme. Et là, grosse claque dans ma vie, le biomimétisme, c'est le fait de s'inspirer de la nature. En gros, la nature, le vivant a 3,8 milliards d'années d'expérience, et c'est faire que des technologies qui sont hyper résilientes, qui fonctionnent qu'avec le soleil, qui savent pas produire de déchets, qui sont vachement plus efficaces que les nôtres, quoi. Nous, on veut rejouer à faire plus fort parce qu'on a le pétrole, mais en fait, quand il n'y en aura plus, on sera bien malin, quoi. et donc, le biomimétisme, c'est un gros souffle, bol d'air pour moi. Et là, je monte une assoce biomimicry avec Gauthier Chapelle, qui est le fondateur en Belgique, et puis on a refait ça en France. Et puis, en parallèle, je commence à bosser sur un truc de financement. Je me dis, il faut mettre ces trucs de crowdfunding, là, les mettre au bénéfice des entrepreneurs qui ont besoin d'argent et qui, par exemple, en Afrique, je revenais d'un tour du monde,
n'arrivent pas à avoir de crédit. Et donc, du coup, on a attaqué le monopole bancaire. Donc, j'ai épuisé 3 avocats. Et donc, ça, c'était en parallèle de mon boulot. Et le 4e a fini. Donc, j'étais avec un pote, Thomas, qui à l'époque était sur le coup. Et donc, le 4e avocat a fini par nous amener à la Banque de France. Et on a lancé Bluebees. Donc, ça, c'était une vraie aventure entrepreneuriale qui continue de tourner. On a dû lever 7 millions d'euros depuis avec Bluebees. Et donc, comme moi, je patinais un petit peu dans l'éducation, je découvrais le biomimétisme, ça m'excitait. Et le biomimétisme, en fait, c'est la porte d'entrée vers la permaculture. Ouais. Et en fait, c'est là que j'ai découvert les enjeux incroyables autour de l'agriculture et de l'alimentation. Et je me suis dit, mais en fait... Et d'ailleurs, un bouquin qui s'appelle Biomimétisme, un bouquin que tout le monde devrait lire, qui est de Janine Bénus, chez Rue de l'Échiquier. Elle dresse tout ce qui peut se faire dans la nature et qui pourrait nous inspirer dans les transports, la santé, l'éducation, la construction et l'agriculture. Et en fait, l'agriculture, c'est le premier gros chapitre de son bouquin et c'est le plus gros. Et elle le conclut en disant, si on est convaincu qu'il faut changer de paradigme et de modèle, alors l'alimentation et l'agriculture, c'est le premier socle, c'est la première brique à poser, c'est le socle sur lequel reposer un nouveau paradigme. Et donc, j'ai plongé dedans et je me suis formé en maraîchage. Et puis, j'ai monté Ferme d'Avenir, j'ai quitté des rôles. En même temps, je montais Bluebees. Donc, je suis devenu maraîcher au bout d'1 an et demi de formation. J'ai lancé cette ferme avec un Grégoire, qui était un gars super, qui est reparti monter sa ferme d'ailleurs. Et puis, cette ferme, en fait, a fait des petits, puisque assez vite, je me suis mis, en fait, je vais pas changer le monde depuis ma ferme, mais clairement, il y a une dimension politique dans ce qu'on fait, parce qu'on veut que tout devienne bio, tout devienne beau, biodiversifié. Et donc, on a lancé la formation, puis les concours Ferme d'Avenir, puis le Tour Ferme d'Avenir. Tour Ferme d'Avenir en 2017, on est parti, on a fait 90 jours d'itinérance, on a fait 30 étapes de 3 jours. À chaque étape, on déployait 4 chapiteaux, on installait la cuisine, le concert, on faisait des conférences, des agriculteurs. Et on a visité 220 fermes au total sur 3 mois. Tout le monde était sur les rotules. Merci à toute l'équipe d'ailleurs. Mais voilà, et donc là, voilà, ça, 2017, je commence vraiment à toucher du doigt les limites de la démonstration par l'exemple. On montre, on fait un tour de France, on voit qu'il y a pourquoi ça marche pas pour toi? Bah, ça a ses limites, c'est cool, ça inspire des gens, mais c'est pas la vitesse à laquelle il faudrait que ça aille. Ouais. C'est ça, c'est que il y a de plus en plus de gens. Moi, j'arrive pas à répondre. Si, je réponds à tous mes mails. Je confirme. J'ai 15 jours ouvrés en moyenne de délai, mais je reçois plein de mails de gens qui sont super heureux, qui ont trouvé des trucs super grâce à tout ça. Donc ça a un impact. Mais en fait, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Si on regarde le Grenelle de l'environnement, il y a 10 ans, on disait on va diviser par 2 d'ici 2015 les pesticides. Lol. Ouais, lol. On s'est pris quoi ? 9% d'augmentation par an. Non mais allô, quoi, si on veut rajouter l'interjection. Mais, et donc, ça va pas assez vite et il faut changer les choses et faire plus fort. Donc, en 2017, je finis le Tour Ferme d'Avenir. Moi, j'avais rencontré Hulot quelques années auparavant. Il m'avait demandé en 2016 de participer à la réflexion autour d'une hypothèse, d'une candidature éventuelle à la présidentielle. Donc, on a travaillé plusieurs mois là-dessus. Et quand il a renoncé, moi j'ai été, ça m'a foutu un coup de bambou, c'était en 2016, et je dis il faut absolument qu'on crée les conditions favorables à l'émergence d'une candidature citoyenne, d'un mouvement citoyen qui puisse nous éviter fachos contre libéraux au prochain tour, quoi, à la prochaine présidentielle. Et donc ça a mûri dans ma tête petit à petit. 2017, donc Hulot devient ministre et par lui et par d'autres, par les conseillers agricoles du ministère, etc. J'ai participé aux États généraux de l'alimentation et là je suis rentré dans la phase lobbying. Et je me suis dit, allez, je vais faire passer des amendements. On avait déjà fait le plaidoyer Ferme d'Avenir, une pétition qu'on avait remise, qui avait été signée plein de fois. Et donc là, je travaille vraiment avec un cabinet de lobbying qui nous aide pro bono gratuitement parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait. Ou c'est peut-être mieux pour mieux nous connaître et nous contrôler et pour mieux... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Non, mais en tout cas, ils ont fait du super bon boulot et merci à eux. Et donc, ils nous ont aidés à rédiger des amendements qui étaient un peu la traduction législative de ce qu'on avait pu sortir dans le plaidoyer Ferme d'Avenir. Le plaidoyer Ferme d'Avenir, juste pour donner une idée, on évalue les externalités des agricultures et on dit... Un chiffre, par exemple, le PIB de l'agriculture en France, c'est 60 milliards d'euros. Donc on crée 60 milliards d'euros de richesse. Le coût de la dépollution de l'eau directement imputable à l'agriculture chimique,
si jamais on dépolluait, parce qu'on le fait pas parce que c'est trop compliqué, c'est dans les nappes et puis ça se voit pas et puis donc on s'en fout. Si on voulait dépolluer, ce serait 60 milliards par an. Autrement dit, si on voulait intégrer le prix de la dépollution de l'eau dans le coût de l'alimentation, il faudrait déjà doubler le prix de la bouffe industrielle. Si on rajoute à ça les problèmes de santé, perturbateurs endocriniens, c'est 80 milliards. Le coût de l'adaptation au dérèglement climatique, le coût de la perte de la biodiversité, bref, le coût de la perte d'emploi. Donc, le plaidoyer Ferme d'Avenir avait vraiment montré les externalités négatives de l'agriculture chimique et industrielle et expliquait ce que Olivier De Schutter, qui est le rapporteur principal de la FAO auprès de l'ONU, dit. Il dit, après 20 ans de recherche, il dit « L'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. » Et donc, c'est tout. C'est que tous les maux produits par l'agriculture chimique trouvent leur meilleur remède dans l'agroécologie. C'est super, faisons cette transition. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à... Une fois qu'on avait tous ces chiffres posés, etc., on s'est dit, bon, bah voilà, il faut porter des mesures concrètes. Et notamment, je m'arrête sur une, puisque c'est la seule qui a été votée, une proposition qui disait il faut commencer à rémunérer les services écosystémiques. Alors la proposition n'était pas ça. La proposition, c'était demander au gouvernement de remettre un rapport au Parlement sur la faisabilité et le modus operandi d'un paiement pour services écosystémiques. C'est la première marche de du premier escalier, quoi. Donc, mais c'était bien, ça allait dans le bon sens. Et donc, moi, j'étais content. Et en fait, donc ça a été voté. Il y a le gouvernement qui avait posé un amendement contre. Puis moi, je suis retourné au Turbin voir les parlementaires qui ont compris, qui ont fait valider et qui ont voté. Et en fait, il existe en France un truc qui s'appelle le Conseil constitutionnel, qui n'est pas composé de personnes élues, mais de personnes nommées, qui n'ont donc qu'une légitimité de bon rapport, voilà, de relatif, tout à fait. Et ces 9 personnes, 9 sages, ont décidé de censurer une paire d'articles. Il y avait 24 articles censurés, évidemment le nôtre, beaucoup d'articles écolos, et sous prétexte que c'est anticonstitutionnel, qu'il n'y a pas... Alors, ce que j'arrive pas à comprendre quand tu parles, c'est que je me dis, ça semble tellement évident, enfin, je veux dire, je comprends pas pourquoi ils le font pas, en fait. J'arrive pas à saisir... Mais en fait, c'est le lobby industriel, qu'est-ce qu'il a à gagner? Mais on menace beaucoup en faisant ça. On menace l'ordre établi. En disant on va payer pour les services écosystémiques, ça veut aussi dire en creux qu'on va faire payer pour les dégradations bien sûr. écologiques. Par exemple, les algues vertes aujourd'hui, c'est dans tes impôts, c'est dans nos impôts. Sûr. Or, je sais pas, moi je mange pas de viande. Pourtant, je paye pour la dépollution des algues vertes sur les plages bretonnes. Bah, je trouve pas ça normal. Je trouverais ça cool que, en fait, ce soit à la charge des producteurs. Si on identifie et qu'on sait d'où vient le mal, on l'intègre. On dit, bah, ça, c'est, tu le mets à ton passif, tu le mets en coût écologique. Et donc, dans ton compte de résultat, tu le fais apparaître. Tu dis, bah, en fait, il y en a pour 200 000 balles. Et bah, qu'est-ce que tu fais? Tu le répercutes pour être à l'équilibre. Tu le répercutes sur le prix de ta viande. Et en fait, tu comprends que ta viande industrielle, elle va coûter plus cher. Donc, du coup, le mec va arrêter. Le but, c'est pas de les punir. C'est juste de leur donner les incitations fiscales. Ou les gens vont arrêter d'en manger autant. Ce serait pas idiot aussi. Ça serait pas complètement con. J'entendais ce matin sur France Inter que le méthane, il n'y a pas que les animaux qui génèrent du méthane, mais était maintenant la deuxième raison de pollution après les gaz carboniques. Donc, il y a tout un truc autour, en dehors de la condition animale, qui est encore un autre sujet, mais il y a quand même pas mal aussi. Il y a quand même un gros sujet là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est aberrant, c'est que ils n'ont pas validé ça. Ouais. Ils l'ont retoqué, et on a montré qu'ils avaient conservé dans le texte des articles qui avaient les mêmes travers que ceux qu'ils... voilà. Donc c'était absurde. Donc on n'est pas content, et moi je suis pas content. Je dis, bon bah voilà, si les institutions sont pas à même de mettre le bon sens ou l'intérêt général en top des priorités, je jette l'éponge, et il faut changer les institutions. J'ai donc quitté Ferme d'Avenir à ce moment-là. Et là, bah, ça a juste 6 mois, c'est frais, mais j'ai réuni pas mal de gens de la sphère entrepreneuriale, associative, militante, médiatique, pendant 2 jours fin janvier, en disant, donc on avait eu l'idée avec plusieurs personnes de se dire, pour qu'un mouvement citoyen émerge, c'est José Bové qui m'avait dit ça, je lui avais dit, il faut qu'un mouvement citoyen émerge, mais il ne peut pas se décréter, il faut qu'il émerge de manière spontanée. Et il m'a dit, une phrase de Lénine, je pense que qui disait, la spontanéité, ça s'organise. Et donc il me dit, mais en gros, organise-le, fais-le. Et on s'est dit, bon, faisons. Et donc on a réuni les gens pendant un week-end en disant, quelle grande fête rendra irrésistible l'émergence d'un mouvement citoyen. Quelle grande fête. Parce que moi, ce que je sais faire, en fait, mon vrai truc, c'est les teufs. J'organisais des fêtes dans les catacombes quand j'avais 15 ans, et je continue à faire des grosses fêtes depuis, ça fait 25 ans que j'organise des fêtes. Et donc, du coup, là, je me suis dit, super, une grosse fête, partons sur un projet comme ça.
Ça s'est pas hyper bien passé pendant le week-end, c'est-à-dire qu'en gros, la question était sans doute mal posée, le casting était super, il y avait que des gens passionnants, mais ils étaient tellement passionnants entre eux qu'en fait, ils sont pas tous plongés dans approprier l'idée, ou peut-être que la méthode d'animation était... Peu importe. Ça n'a pas pris autant que je suis un peu en bad, et là, pendant 3 jours, donc début février, un peu en bad, et là, je fais une conférence à Toulouse, dans mon école que j'avais séchée allègrement, et dans laquelle donc, il y a une école, il y avait 500 élèves, et je leur raconte un peu tout ce que je viens de vous raconter là. Et dans la foulée, je retente le coup. Je dis, franchement, on fait pas une grosse stuff pour faire émerger un mouvement citoyen. Et là, tout l'amphi lève la main, 500 personnes. Je fais, mais c'est cool, allons-y. Et on a commencé à dérouler le truc. Ils m'ont invité à parler. Donc, il y a une assoce qui s'appelle Together for Earth, qui est une assoce qui réunit toutes les assos étudiantes engagées. Et ils étaient 70 réunis à Polytechnique 10 jours après, par hasard. Et donc, il n'y avait jamais vraiment de hasard. Mais, et donc, je leur raconte ça. Et puis là, à la fin du truc, il y en a 13 qui disent, vas-y, on part. Et donc, on a commencé à bosser dès le soir même. Et une semaine après, on montait, on avait un site et une vidéo, une petite vidéo d'appel à candidature. Et eux, ils disaient, bah voilà, moi, je suis étudiant, je m'appelle Seymour, je m'appelle Cassandre, je m'appelle Martial, je m'appelle tout ça. Et j'ai décidé d'arrêter mes études ou de me mettre à disposition à plein temps bénévole pour changer le monde. Viens avec nous si t'es chaud. On a reçu 800 candidatures. C'est ouf quand même. C'est ouf. En moins d'une semaine, on a reçu 800 candidatures, des gens de tous âges. Et donc, il y en a 60 qui sont vraiment venus. Et on est parti à Pontivy. Créer une bascule. En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, tous ces gens, ils vont être bénévoles. Il faut au moins que je me démerde pour qu'ils aient de quoi être logés et nourris sans avoir de frais. Ouais. Et j'ai commencé à avoir pas mal d'idées. Et il y a un moment où je me suis dit... Et il y a un moment, une des étudiantes embarquées m'appelle, me dit, écoute, ma mère, elle connaît un gars qui est promoteur. Il a acheté une vieille clinique désaffectée depuis 10 ans à Pontivy, en centre-Bretagne. Je n'étais jamais allé. Et il est prêt à nous la laisser 6 mois parce qu'il la réhabilite après. Donc et donc, on est allé visiter. Le truc, c'était Bagdad. Un truc, il n'y avait plus un truc de cuivre parce que tout le monde était passé pour récupérer ce qu'il y avait à vendre. C'était un truc d'entraînement du raid depuis quelques mois. Donc, c'était vraiment... vraiment Bagdad. Ouais, quand je suis arrivé avec les 2 étudiants qui étaient là à la base, avec Cassandre et Seymour, il y avait le propriétaire qui me dit, ouais, je pense que vous avez fait le voyage pour rien. Et effectivement, quand tu rentrais, je sais pas combien de personnes, voyant le Capharnaüm que c'était, auraient dit yes, comme j'ai dit yes. Et j'ai dit yes. Et donc, du coup, ils étaient trop contents, Cassandre et Seymour. Et une semaine après, montre en main, une semaine après, on débarquait à 50 pour tout nettoyer. Emmaüs nous livrait des tonnes de matériel, des canapes, des lits. On a tout équipé. Il y a 100 chambres dans le truc. C'est 4000 mètres carrés. Et donc, il n'y a pas d'eau, pas d'élec. On a vécu pendant un mois sans eau, sans élec. C'était costaud, ouais. C'est pas mal. Et là, on a fait de la gouvernance partagée. Donc, on a redéfini le projet de la bascule, cette idée de mouvement citoyen. Et puis, on est reparti avec l'Université du Nou qui nous a aidés à créer une gouvernance à 70. Ça s'est fait. Il y a des organes qui ont été définis, puis des projets politiques, des projets de mobilisation. Et en fait, nous, on a 2 lignes rouges. La première, c'est qu'on n'est pas un parti politique. Donc, la bascule n'est pas un parti politique. C'est évidemment un mouvement politique, mais on est apartisan. Et donc, à ce titre, on ne présentera jamais de candidat et on ne donnera jamais de consigne de vote. En revanche, on sait très bien que ce qu'on fait, c'est de la politique. Bien sûr. Et la deuxième ligne rouge, c'est qu'on ne va pas réinventer des projets qui existent déjà. C'est-à-dire qu'en gros, les marches pour le climat, on ne va pas dire « yes, on va faire une nouvelle marche, on va courir pour le climat ». Enfin, on va pousser, on est un peu une banque de temps, on se met au service des initiatives qui font du sens et qui ne demandent qu'à péter leur plafond de verre et à démultiplier leur impact. Et donc, on a choisi quelques projets. Donc, il y a le projet de convention citoyenne, c'est d'assemblée citoyenne qui est en ce moment en négociation. Peut-être que quand vous écouterez, ça aura déjà eu lieu. On ne sait jamais. L'Assemblée citoyenne, les municipales en 2020, puisqu'il y a 17 000 maires qui ne se représentent pas. Donc, nous, on veut former des gens au statut, au métier de maire. On veut pas bien sûr, on leur donnera des infos sur le type de programme qu'ils peuvent avoir, mais ils feront le leur et ils se présenteront jamais sous une étiquette la bascule. Et si ça se trouve, ils seront en marche. Si ça se trouve, ils seront écolos. Si ça se trouve, je pense qu'ils aillent dans le bon sens, en fait. Nous, on veut juste les former à ce mandat pour qu'ils soient exercés au plus proche des besoins réels des citoyens, quoi, et que ça se fasse sans collusion, sans... Et ça, c'est une association super qui fait ça, qui s'appelle Tous élus. Et tu penses que Pardon, je te coupe un peu. Non, je t'en prie. Tu penses que justement les Français, ils ont besoin... Alors,
ils ont besoin physiologiquement, ça, tu vois, on peut pas être contre ça. Je pense que quand tu habites à Paris, il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui habitent dans les villes. Il y a un peu un fantasme de la campagne, etc. Alors qu'en fait, les campagnes sont hyper polluées. Euh, mais, mais la question que je voulais me poser, c'est est-ce que tu crois que les Français, ils ont ça au cœur, c'est-à-dire des problématiques où on change complètement le paradigme? Ou... Mais pas tout le monde. Non, pas tout le monde, c'est sûr. Non, mais il y a un vivier, il y a un vivier de quelques millions de personnes, 3-4 millions de personnes qui clairement savent qu'on va dans le mur. Hmm. Qui, Pour ceux qui ne le savent pas, on le dit quand même. ouais. Ils sont... Mais non, mais ça fait tellement de temps que les gens le disent et que ça leur passe à travers. C'est pas nous qui allons les en convaincre maintenant, mais ils verront bien la mer monter. Mais ces 4 millions-là, bah, il y en a qui sont dans l'action, il y en a qui sont pris entre... en schizophrénie parce qu'ils bossent dans un truc qui fait du mal et par contre, ils essayent de trier leurs déchets, tu vois. Donc ça, c'est bien. Et il y en a de plus en plus. Ce qui est en train de se passer là, je pense, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à démissionner du système, à abandonner le système. Et alors, tu l'abandonnes... à la base, c'est les trucs du Larzac, c'est tu te mets une communauté, etc. Et là, il y a un truc où les gens qui démissionnent savent aussi que vivre en communauté, c'est bien, mais ça concerne essentiellement ta sphère privée. Tu peux inspirer par l'exemple et infuser, mais on voit bien, ça fait des décennies qu'il y a des gens qui vivent comme ça et ça pas, voilà, il n'y a pas un exode urbain massif. Non. Donc, l'idée, c'est de dire, maintenant, les gens qui démissionnent, ils veulent avoir de l'impact. Et je pense qu'il y a des mouvements qui sont en train d'émerger, comme Extinction Rebellion, qui sont nés d'ailleurs récemment, il y a 2 ans, je crois, à Londres, en Angleterre. Et vraiment, là, on a entendu parler en avril, avec le blocage de Londres pendant 2 semaines. C'est puissant parce que c'est de la non-violence, c'est de la joie, mais vraiment ils le font avec joie et ils savent, il y a des gens qui posent leurs vacances en disant c'est là que mon temps d'engagement est le plus utile. Parce que par exemple à la bascule, nous on a plein de projets, mais il y a plein de gens qui nous écrivent, qui nous disent mais ah ouais, je peux vous aider sur la com, je peux vous aider sur l'assemblée citoyenne. Mais tu fais oui d'accord, mais en fait soit tu viens t'as vraiment un temps conséquent, soit juste ponctuellement ça sert à rien. En revanche, on peut quand même t'aider à être utile. Et qu'est-ce que c'est ? C'est en te mobilisant. C'est donc, pour terminer, une des actions phares, en tout cas un des moments forts de la bascule, c'est ce qu'on a appelé l'an zéro. L'an zéro, parce que tout va commencer à ce moment-là. L'idée, c'est fin août, 30-31 août et 1er septembre, sur le plateau de Millevaches, dans une ferme bio magnifique, qui est vue à 360 sur de la nature. On va organiser un gros rassemblement festif, citoyen, avec beaucoup d'organisation. Il y aura des villages, le village militant, le village civique, le village intérieur, pour faire de la méditation, pour se reconnecter un petit peu, le village participatif, où chacun peut amener ce qu'il a envie d'amener et de partager. Il y a l'agora et il y a... voilà, il y a plusieurs villages. Ouais. Il y a plusieurs villages. Il m'en manque un important, oui, c'est évidemment le grand village. Il manque le grand village qui est le village de toutes les alternatives. Et là, c'est entreprises et assos, parce que moi, je suis pas du tout contre les entreprises. Je suis contre les pratiques et dérives de certaines. Mais on n'y arrivera pas sans eux. Moi, mon truc, c'est vraiment, on y arrivera tous ensemble ou on se plantera collectivement. Donc, de toute façon. Alors, j'ai plusieurs questions. La première, très pratique, c'est si les gens veulent venir à cet événement, comment ils font ? Alors, nous, on aimerait bien qu'ils viennent à pied, pour de vrai. Ils peuvent venir différemment s'ils veulent, mais l'idéal, c'est de venir à Limoges ou à Guéret ou à Clermont-Ferrand. En fait, nous, on prépare des itinéraires avec des haltes sur la route, avec des gens qui mettront un drapeau sur où vous aurez le point GPS, et vous pourrez soit poser une tente, soit prendre une douche, soit partager le repas, etc. Donc, ils peuvent venir comme ça, sinon ils peuvent venir... Nous, on va faire en fait un gros chantier participatif à partir du 15 juillet, parce que ce sera un rassemblement low-tech, un peu Burning Man, tout construit avec de la récup. On va prendre la récup, on va avoir des machines à coudre, du tissu, on va se faire des stands, voilà. Et pendant 1 mois, on va travailler là-bas pour préparer ce moment. Et évidemment, tous ces modules pourront être donnés à des... Il y a beaucoup d'antennes locales de la bascule qui se sont créées. Il y a Dordogne bascule, Montpellier bascule, Lyon bascule, Paris bascule. Donc il y a plein
plein de groupes locaux. Et l'idée, c'est que ces groupes locaux puissent aussi faire de la mobilisation. Et si jamais on a construit des structures, qui puissent les récupérer. Des bars, par exemple, si on construit 4 bars, ça va être cool. Et donc voilà. Et les gens peuvent venir. Et il y aura aussi, évidemment, des gros concerts. Je peux pas dire tous les noms, mais il y a des gars qui ont rempli le Zénith plusieurs fois, qui viennent. Il y a aussi des humoristes pas mal dans leur genre. Et voilà. Et en fait, c'est quoi l'objectif final de ce rassemblement ? C'est, en cette veille de rentrée, se faire chacun son programme d'action et d'engagement, d'être outillé pour pouvoir faire ça sur l'année 2019-2020, disant, là, cette année... En fait, de toute manière, on voit bien l'histoire des gilets jaunes qui posent leur corps. Quand on commence à s'opposer en non-violence, mais qu'on manifeste physiquement, par notre présence physique, que notre engagement monte, mais en fait, ça fait monter la pression petit à petit. Et cette pression, il faut continuer à l'accentuer, parce qu'il n'y a que ça qui va fonctionner. Et qu'est-ce que tu penses que le fait que les écologistes aient fait un meilleur score, on va dire, aux européennes, par exemple ? Est-ce que tu penses que c'est une forme de mouvement positif ? Oui. Enfin, après, le premier parti de France reste le FN, quoi. Donc, j'ai du mal à me réjouir d'une portion de résultat là-dedans. Non, moi, il y a aussi un truc, c'est sur l'histoire de faire autant de listes divisées. C'est quand même couillon, quoi. Et c'est derrière des questions d'égo qui sont chiantes. Ouais. Donc, mais oui, bien sûr, mais on le voit. Enfin, de toute manière, ouf. Enfin, je veux dire, c'est le minimum, quoi. Enfin, au moins. Non, mais ça change. Oui, c'est cool. Et alors, la question que je voulais te poser tout à l'heure, c'est, finalement, il y a un triptyque. C'est-à-dire qu'il y a la société civile, les personnes, les entreprises et l'État, qui peuvent faire bouger les choses. Enfin, c'est pas très compliqué, hein. C'est forcément un des trois. Et c'est forcément les trois ensemble, en réalité. Moi, ce que je voulais savoir, pour toi, parce que tu as quand même une expérience assez diverse, finalement, et tu as creusé quasiment les trois. Peut-être un peu moins les entreprises, mais tu as vraiment été voir les trois. Pour toi, ça va bouger comment, en fait ? Comment ça marche ? Parce que moi, j'ai l'association que l'État, il est un petit peu pieds et mains liés devant les entreprises, devant la société économique. La société civile, effectivement, ils trient leurs déchets, etc. Mais enfin, c'est quand même des mouvements qui sont assez faibles. Donc, comment ça s'enclenche, en fait ? Est-ce que c'est du lobbying ? Parce que toi, c'est le mouvement que tu as fait finalement, ou... Hier, j'étais à une conférence, j'intervenais devant des chefs d'entreprise, parce que c'est un monde que j'ai beaucoup côtoyé. Okay. Ce matin, j'intervenais devant des banquiers d'affaires. Ok. Des banquiers d'affaires. C'était assez... j'aurais foutu des scuds. Il y a quelqu'un sur le quai du métro qui est venu me voir, qui me fait « J'étais là-bas, je suis qu'employé de banque, mais je suis content que mes patrons aient entendu ça. Merci, on essaie de le faire passer en interne, mais ils s'en fichent. » Donc, et hier, témoignaient des chefs d'entreprise, et deux qui se succédaient, une femme et un homme. La première la femme qui représente une mass market de la mode, qui dit en fait, nous, notre seule option assumée et désormais affichée, c'est de produire moins. Tu fais ouais, cool, décroissance, pim. Et le deuxième, qui dit quoi ? Qui dit... Ouais, non, en fait, elle disait produire moins, et lui affichait clairement le terme de décroissance. D'accord. Disait, là, on peut plus croître. Et donc, la seule manière, c'est d'augmenter notre valeur ajoutée réelle sur le produit. Donc, ça reste du discours. Entre les discours et ce qui se fait, et entre le directeur RSE ou le DG et les actionnaires, il y a quand même des filtres. Mais donc, pour répondre à ta question, je pense que si ces salariés d'entreprise commencent eux-mêmes à sentir cette indignation monter, ce besoin pressant de répondre à ce qui nous arrive, à cette crise qui nous arrive, il y a donc du lobbying des citoyens sur les entreprises par le boycott, par les gens qui veulent bouger le truc de l'intérieur, etc. Il y a le lobbying des citoyens globalement par la rue et par la masse sur les politiques. Donc en fait, nous, on prend en tenaille les entreprises et l'État. Et il me semble que là, il y a plein de cas de figure différents. Genre, aux États généraux de l'alimentation, l'État ne voulait pas s'engager sur certains trucs, que l'ANIA, donc l'Association nationale des industries agroalimentaires, donc le gros lobby des distributeurs et des transformateurs, disait non, mais si vous, l'État, vous voulez pas aller jusque-là, nous, on va le faire.
Et pour l'avoir suivi, il y en a qui sont vraiment partis dans les directions qu'ils annonçaient. Donc les entreprises, parfois, dament le pion à l'État, et parfois, l'État... non, ouais, je sais pas. En fait, c'est vrai que l'État, depuis longtemps, on n'a jamais de victoire, quoi. Le problème, c'est que les seules victoires qu'on a, c'est des défaites ou des reculades qu'on évite. Tu sais, c'est... yes, Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas. Ce qui serait cool, c'est que, yes, on démantèle un aéroport. C'est pas la même chose. Je sais pas combien on a Après, il y a des choses qui se passent, tu vois, par exemple l'interdiction de fumer à l'intérieur, tu sais, il y a des trucs qui se sont passés qui étaient liés à l'État, hein, mais... Ouais, mais là, tu parles pas de ce qui est en train de nous arriver. Je prends un exemple pour dire que le droit peut... Non, mais le droit fait des trucs, hein, il limite à 80, puis à 90, c'est lui qui choisit plein de trucs. Mais globalement... Pas les grosses décisions pour l'instant. Les décisions on manque de décisions avec de courage, quoi, un peu. Non, l'État est totalement à côté de ses engagements pour le respect et puis toutes les autres décisions. Ce qui est fou, c'est que toutes les autres décisions, de toute manière, le jour où on sera pris 4 degrés, elles seront obsolètes. Elles n'auront même pas... on se demandera comment on a pu perdre du temps à parler de trucs qui, de toute manière, n'existent plus. C'est ça. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu voudrais ouvrir ou claquer la porte. Je voudrais... moi, j'aimerais ouvrir la porte de la bascule, en fait, à tous les gens qui savent qu'ils doivent et peuvent être utiles et qui savent pas trop comment. Et donc, c'est une de nos missions. Ça va être d'aider ça. Alors, faut du temps pour drainer, parce que vous allez être des millions à nous écrire, du coup. C'est un peu ça le problème. Enfin, le problème, c'est la solution aussi. Hein, donc on va voir le type de chantier auquel on s'attaque. Mais c'est ça, ouvrir la porte aux gens, venez, parce que c'est quand même hyper joyeux, en fait. Moi, je suis tellement heureux d'être en cohérence, tellement heureux de tout ça, et j'essaye de... Et je pense qu'à la bascule, on le rayonne bien. Ouais, moi, ce que je pense aussi, que ça n'a pas besoin de se faire dans la souffrance, en fait. Non. Ah bah non, quitte à choisir, moi, je préfère le faire dans la joie. Et voilà, et ça se fera dans la souffrance pour les gens pour lesquels... Qui veulent pas changer. Or, changer, c'est cool. Ok, cool, merci Maxime. Merci Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.